Bonjour, je vais vous lire Guy Debord, Rapport sur la construction des situations. Chapitre 1. Révolution et contre-révolution dans la culture moderne. Nous pensons d'abord qu'il faut changer le monde. Nous voulons le changement le plus libérateur de la société et de la vie où nous nous trouvons enfermés. Nous savons que ce changement est possible par des actions appropriées. Notre affaire est précisément l'emploi de certains modes d'action et la découverte de nouveaux, plus facilement reconnaissables dans le domaine de la culture et des mœurs, mais appliqués dans la perspective d'une interaction de tous les changements révolutionnaires. Ce que l'on appelle la culture reflète, mais aussi préfigure, dans une société donnée, les possibilités d'organisation de la vie. Notre époque est caractérisée fondamentalement par le retard de l'action politique révolutionnaire sur le développement des possibilités modernes de production qui exigent une organisation supérieure du monde. Nous vivons une crise essentielle de l'histoire, où chaque année pose plus nettement le problème de la domination rationnelle des nouvelles forces productives et de la formation d'une civilisation à l'échelle mondiale. Cependant, l'action du mouvement ouvrier international, dont dépend le renversement préalable de l'infrastructure économique d'exploitation, n'est parvenue qu'à des demi-succès locaux. Le capitalisme invente de nouvelles formes de lutte, dirigisme du marché, accroissement du secteur de la distribution, gouvernement fasciste. S'appuie sur les dégénérescences des directions ouvrières, maquille au moyen des diverses tactiques réformistes les oppositions de classe. Ainsi, il a pu maintenir jusqu'à présent les anciens rapports sociaux dans la grande majorité des pays hautement industrialisés, donc priver une société socialiste de sa base matérielle et indispensable. Au contraire, les pays sous-développés ou colonisés, engagés massivement depuis une dizaine d'années dans un combat plus sommaire contre l'impérialisme, vient d'obtenir un très important succès. Leur succès aggrave les contradictions de l'économie capitaliste et principalement dans le cas de la révolution chinoise, favorise un renouveau de l'ensemble du mouvement révolutionnaire. Ce renouveau ne peut se borner à des réformes dans les pays capitalistes ou anticapitalistes, mais au contraire, partout développera des conflits posant la question du pouvoir. L'éclatement de la culture moderne est le produit, sur le plan de la lutte idéologique, du paroxysme chaotique de ces antagonismes. Les désirs nouveaux qui se définissent se trouvent formulés en porte-à-faux. Les ressources de l'époque en permettent la réalisation, mais la structure économique retardataire est incapable de mettre en valeur ces ressources. En même temps, l'idéologie de la classe dominante a perdu toute cohérence, par la dépréciation de ses successives conceptions du monde qui l'inclinent à l'indéterminisme historique, par la coexistence de pensées réactionnaires, échelonnées chronologiquement et en principes ennemis, comme le christianisme et la social-démocratie, par le mélange aussi des apports de plusieurs civilisations étrangères à l'Occident contemporain et dont on reconnaît depuis peu les valeurs. Le but principal de l'idéologie de la classe dominante est donc la contusion. Dans la culture, en employant le mot culture, nous laissons constamment de côté les aspects scientifiques ou pédagogiques de la culture, même si la confusion s'y fait évidemment sentir au niveau des grandes théories scientifiques ou des conceptions générales de renseignement. Nous désignons ainsi un complexe de l'esthétique, des sentiments et des mœurs, la réalisation d'une époque sur la vie quotidienne. Les procédés contre-révolutionnaires, confusionnistes, sont parallèlement l'annexion partielle des valeurs nouvelles et une production libéralement anticulturelle, avec les moyens de la grande industrie, roman, cinéma, suite naturelle à l'abêtissement de la jeunesse dans les écoles et les familles. L'idéologie dominante organise la banalisation des découvertes subversives et les diffuse largement après stérilisation. Elle réussit même à se servir des individus subversifs, morts
par le trucage de leurs œuvres, vivant grâce à la confusion idéologique d'ensemble en les droguant avec une des mystiques dont elle tient commerce. L'une des contradictions de la bourgeoisie, dans sa phase de liquidation, se trouve être ainsi de respecter le principe de la création intellectuelle et artistique, de s'opposer d'emblée à ces créations pour en faire usage. C'est qu'il faut maintenir dans une minorité le sens de la critique et de la recherche, mais sous condition d'orientation, cette activité vers des disciplines utilitaires strictement fragmentées et d'écarter la critique et la recherche d'ensemble. Dans le domaine de la culture, la bourgeoisie s'efforce de détourner le goût du nouveau, dangereux pour elle à notre époque, vers certaines formes dégradées de nouveautés, inoffensives et confuses. Par les mécanismes commerciaux qui commandent l'activité culturelle, les tendances d'avant-garde sont coupées des fractions qui peuvent les soutenir, fractions déjà restreintes par l'ensemble des conditions sociales. Les gens qui se font remarquer dans ces tendances sont admis généralement à titre individuel au prix des reniements qui s'imposent. Le point capital du débat est toujours le renoncement à une revendication d'ensemble et l'acceptation d'un travail fragmentaire susceptible de diverses interprétations. C'est ce qui donne à ce terme même d'avant-garde, toujours manié en fin de compte par la bourgeoisie, quelque chose de suspect et de ridicule. La notion même d'avant-garde collective, avec l'aspect militant qu'elle implique, est un produit récent des conditions historiques, qui entraîne en même temps la nécessité d'un programme révolutionnaire cohérent dans la culture et la nécessité de lutter contre les forces qui empêchent le développement de ce programme. De tels groupements sont conduits à transporter dans leur sphère d'activité quelques méthodes d'organisation créées par la politique révolutionnaire et leur action ne peut plus désormais se concevoir sans liaison avec une critique de la politique. À cet égard, la progression est notable entre le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme et les mouvements formés après 1945. On découvre pourtant à chacun de ces stades la même volonté universaliste de changement et le même émiettement rapide quant à l'incapacité de changer assez profondément le monde réel entraîne un repli défensif sur les positions doctrinales et même dont l'insuffisance vient d'être révélée. Le futurisme, dont l'influence se propagea à partir de l'Italie dans la période qui précéda la Première Guerre mondiale, adopta une attitude de bouleversement de la littérature et des arts qui ne laissait pas d'apporter un grand nombre de nouveautés formelles, mais qui se trouvait seulement fondée sur une application extrêmement schématique de la notion de progrès machiniste. La puérilité de l'optimisme technique futuriste disparut avec la période d'euphorie bourgeoise qui l'apportait. Le futurisme italien s'effondra du nationalisme au fascisme sans jamais parvenir à une vision théorique plus complète de son temps. Le dadaïsme, constitué par des réfugiés et des déserteurs de la Première Guerre mondiale à Zurich et à New York, voulut être le refus de toutes les valeurs de la société bourgeoise dont la faillite venait d'apparaître avec éclat. Ces violentes manifestations dans l'Allemagne et la France de l'après-guerre portèrent principalement sur la destruction de l'art et de l'écriture et dans une moindre mesure sur certaines formes de comportement, spectacles, discours, promenades délibérément imbéciles. Son rôle historique est d'avoir porté un coup mortel à la conception traditionnelle de la culture. La dissolution presque immédiate du dadaïsme était nécessitée par sa définition entièrement négative. Mais il est certain que l'esprit dadaïsme a déterminé une part de tous les mouvements qui lui ont succédé, et qu'un aspect de négation historiquement dadaïste devra se retrouver dans toute position constructive ultérieure tant que n'auront pas été balayées par la force et conditions sociales qui imposent la réédition de superstructures pourries dont le procès intellectuel est bien fini. Les créateurs du surréalisme qui avaient participé en France au mouvement Dada s'efforcèrent de définir le terrain d'une action constructive à partir de la révolte morale et de l'usure extrême des moyens traditionnels de communication marqués par le dadaïsme.
Le surréalisme partit d'une application poétique de la psychologie freudienne, étendit les méthodes qu'il avait découvertes à la peinture, au cinéma, à quelques aspects de la vie quotidienne. Puis, sous une forme diffuse, très au-delà. En effet, il ne s'agit pas, pour une entreprise de cette nature, d'avoir absolument ou relativement raison, mais de parvenir à catalyser pour un certain temps les désirs d'une époque. La période de progrès du surréalisme, marquée par la liquidation de l'idéalisme et un moment de ralliement au matérialisme dialectique, s'arrêta peu après 1930, mais sa décadence ne fut manifeste qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le surréalisme n'était dès lors entendu à un grand nombre de nations. Il avait en outre inauguré une discipline dont il ne faut pas surestimer la rigueur, tempérée souvent par des considérations commerciales, mais qui était une efficace mesure de lutte contre les mécanismes confusionnistes de la bourgeoisie. Le programme surréaliste, affirmant la souveraineté du désir et la surprise, proposant un nouvel usage de la vie, est beaucoup plus riche de possibilités constructives qu'on ne le pense généralement. Il est certain que le manque de moyens matériels de réalisation a gravement limité l'ampleur du surréalisme. Mais l'aboutissement spirite de ses premiers meneurs, et surtout la médiocrité des épigones, oblige à chercher la négation du développement de la théorie surréaliste à l'origine de cette théorie. L'erreur qui est à la racine du surréalisme est l'idée de la richesse infinie de l'imagination inconsciente. La cause de l'échec idéologique du surréalisme, c'est d'avoir parié que l'inconscient était une grande force, enfin découverte, de la vie. C'est d'avoir révisé l'histoire des idées en conséquence et de l'avoir prêté là, et de l'avoir arrêté là. Nous savons finalement que l'imagination inconsciente est pauvre, que l'écriture automatique est monotone, et que tout un genre d'insolites qui affiche de loin l'immuable allure surréaliste est extrêmement peu surprenant. La fidélité formelle à ce style d'imagination finit par amener aux antipodes des conditions modernes de l'imaginaire, à l'occultisme traditionnel. À quel point le surréalisme est resté dans la dépendance de son hypothèse de l'inconscient, on le mesure dans le travail d'approfondissement théorique tenté par la deuxième génération de surréalistes. Cala et Mabille rattachent tout aux deux aspects successifs de la pratique surréaliste de l'inconscient pour le premier, la psychanalyse, les influences cosmiques pour le second. En effet, la découverte du rôle de l'inconscient a été une surprise, une nouveauté, et non la loi des surprises et des nouveautés futures. Freud avait fini par découvrir cela aussi quand il écrivait « Tout ce qui est conscient s'use, ce qui est inconscient reste inaltérable. Mais une fois délivré, ne tombe-t-il pas en ruine à son tour ?» Le surréalisme s'opposant à une société apparemment irrationnelle, où la rupture était poussée jusqu'à l'absurde entre la réalité et les valeurs encore fortement proclamées, et servie comme elle de l'irrationnel pour détruire ces valeurs logiques de surface. Le succès même du surréalisme est pour beaucoup dans le fait que l'idéologie de la société, dans sa face la plus moderne, a annoncé une stricte hiérarchie de valeurs factices, mais se sert à son tour ouvertement de l'irrationnel ou des survivants surréalistes par la même occasion. La bourgeoisie doit surtout empêcher un nouveau départ de la pensée révolutionnaire. Elle a eu conscience du caractère menaçant du surréalisme. Elle se plaît à constater maintenant qu'elle a pu le dissoudre dans le commerce esthétique courant, qu'il avait atteint le point extrême du désordre. Elle en cultive ainsi une sorte de nostalgie, en même temps qu'elle discrédite toute recherche nouvelle, en la ramenant automatiquement au déjà-vu surréaliste, c'est-à-dire une défaite qui, pour elle, ne peut plus être remise en question par personne. Le refus de l'aliénation dans la société de morale chrétienne a conduit quelques hommes au respect de l'aliénation pleinement irrationnelle des sociétés primitives. Voilà tout. Il faut aller plus avant et rationaliser davantage
Le monde, première condition pour le passionné. C'était le premier chapitre.